Je vous propose de commencer. Tout le monde est présent. Donc, bonjour à toutes et à tous, toutes les personnes que je n'ai pas encore pu saluer. Merci, comme je le disais, de votre inscrit nombreux pour ce Café Nil ce matin. On va aborder donc un sujet qui revient quand même régulièrement dans les débats sur les politiques de santé, celui des parcours de soins. Bon, ça fait quand même assez longtemps qu'on entend parler de décloisonner, de mieux soigner les patients, d'organiser des prises en charge dans la durée. Et chez NIL, d'ailleurs, on avait même créé dès 2011 un groupe qui s'appelait 2LS. Et l'objectif de ce groupe était de faire des propositions pour passer d'une logique de structure à une logique de soins. Et donc, tout le cœur de ce groupe, c'était l'organisation des parcours précisément. Pourtant, on voit qu'en 2026, aujourd'hui, c'est 15 ans après 2011, le système est encore bien organisé autour d'interventions ponctuelles. Aujourd'hui, on parle quand même de parcours coordonnés, donc il y a des modes de financement qui sont dédiés, qui est nettement plus abouti que peut-être celui d'il y a 15 ans, mais quand même. Alors, pourquoi ce sujet des parcours coordonnés est-il présent aujourd'hui dans le débat public? Donc, on sait tous, je crois, que le système est pris dans un étau entre d'un côté la progression des maladies chroniques qui nécessitent un suivi dans la durée, et puis de l'autre, peut-être aussi des contraintes budgétaires qui sont de plus en plus fortes. Et donc, je crois que l'objectif, c'est à la fois de mieux organiser les prises en charge, d'éviter les ruptures dans les parcours, mais aussi peut-être de limiter les coûts qui seraient liés à des interventions soit tardives, soit mal coordonnées. Donc, c'est dans cette logique que s'inscrivent les deux dispositifs donc de parcours coordonné renforcé, les PCR, et puis le pré-ALD dont on va notamment parler ce matin. Donc les PCR ne sortent pas nulle part, ils sont directement issus d'expérimentations qui ont été menées dans le cadre de l'article 51, avec l'idée donc de capitaliser sur des organisations qui sont innovantes et qui ont été testées. Et d'ailleurs, il y a un premier PCR qui est consacré à l'obésité complexe, qui vient de faire l'objet d'un arrêté de prise en charge qui a été publié au JO. Et donc, en parallèle des PCR, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé un dispositif de pré-ALD. Donc, l'objectif est d'intervenir plutôt avant l'entrée en ALD. Ce qui est intéressant, c'est ce que toutes ces évolutions révèlent un peu en creux, parce qu'en fait, en réalité, quand on parle de parcours, je crois on pose aussi des questions très concrètes. Qui organise les parcours? Qui les finance? Qui les pilote? Et donc, inévitablement, ça renvoie d'une certaine manière au partage des rôles, puisque les deux sont amenés à intervenir entre l'assurance maladie et les organismes complémentaires, et puis aussi plus largement, bien entendu, l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la prise en charge, les professionnels de santé. Et donc c'est précisément pour répondre à cette question que ce matin, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Quentin Berriot, qui est donc délégué général de la FIPS, la Fédération des institutions paritaires de protection sociale. Quentin, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour le Café Nil. Je vous donne tout de suite la parole. Bien, merci Germain, merci Olivier de cette invitation. Bonjour à tous déjà. Je vais rapidement me présenter et présenter la FIPS pour que vous partagiez tout ce qui est aujourd'hui intervenant. Donc, j'ai environ une trentaine d'années dans la protection sociale et j'ai pu traverser les trois familles d'assurance, donc aussi bien ce que l'on appelle les mutuelles qui relèvent du code de la mutualité, des assureurs qui relèvent du code des assurances et des institutions de prévoyance ou les groupes de protection sociale qui relèvent du code de la sécurité sociale. J'ai dirigé précédemment ce type d'organisme et plus récemment, avant de rejoindre le CETIP qui est devenu la FIPS depuis le 22 janvier, j'ai dirigé la mutuelle des forces armées qui était dédiée, comme son nom l'indique, à la protection en santé et en prévoyance de nos forces. En dehors de ça, je suis particulièrement impliqué sur les sujets d'évolution de la protection sociale et c'est ce qui m'a conduit à rejoindre le CETIP devenu FIPS. Et puis, vous le verrez, et c'est l'angle que je me propose de prendre aujourd'hui sur les sujets de transformation, d'évolution des systèmes et des organisations. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que les parcours peuvent nous ouvrir un certain nombre d'espaces, d'écarts par rapport à l'existant et dans lesquels il faut prendre place pour pouvoir ouvrir des chemins différents. Rapidement sur la FIPS, donc c'est la Fédération des institutions
paritaire de protection sociale. Donc, c'est une fédération qui regroupe des groupes non lucratifs de protection sociale comme Malakoff Humanis, AG2R, Clésia, Apicil, ProBTP, qui sont des groupes qui sont administrés pour moitié par les organisations patronales et pour l'autre moitié par les organisations syndicales, donc qui traduisent finalement cette volonté de faire évoluer le système de protection sociale. Ces groupes courent, pour avoir une idée de ce dont on parle, environ 14 millions de salariés, donc c'est 2 tiers des salariés en France, et 2 millions d'entreprises, c'est à peu près le même rapport. La caractéristique de ces groupes, c'est qu'elles gèrent principalement des contrats collectifs, donc ce sont principalement des contrats d'entreprise sur lesquels vous avez à la fois ce qu'on appelle un taux de retour sur cotisation, donc un investissement dans les prestations des adhérents, des salariés, d'environ 87%, donc c'est relativement, c'est très élevé, c'est le taux le plus élevé du marché, et des frais de gestion qui sont aussi parmi les plus bas, puisqu'on est environ à 14% de frais de gestion. Vous l'avez noté, je vous l'ai dit, j'ai rejoint le CETIP le 7 octobre. Maintenant, on parle de l'AFIPS. En fait, c'est une évolution importante et je pense que c'est à traduire dans notre logique, là aussi, de transformation des systèmes et des organisations. C'est une évolution importante parce qu'elle a été souhaitée par les partenaires sociaux en février 2025. L'idée, c'est de pouvoir réinvestir le terrain de la protection sociale complémentaire et avec une volonté qui est dans l'évolution d'avoir comme grille de lecture à la fois la compétitivité des entreprises qui est nécessaire, mais également le bien vivre des salariés, le pouvoir d'achat, le bien-être des salariés. Et c'est cet équilibre qui est, me semble-t-il, important et qui est cette traduction de passage d'un centre technique, le CETIP c'était un centre technique, à une logique de fédération. Deuxième élément qui me semble important, c'est qu'on ne souhaite plus uniquement regarder les problématiques de rôle, pour reprendre le terme que tu as utilisé, Germain, entre AMO et AMC sous l'angle du financement et donc d'un simple curseur que l'on baladerait sur une échelle de 100% pour dire voilà la part de l'AMO, la part de l'AMC et puis le reste à charge le patient. Non, il y a une vraie volonté de s'inscrire aussi dans la soutenabilité de notre système de protection sociale, c'est-à-dire de rentrer dans les logiques d'organisation, dans les logiques de fonctionnement, dans les logiques culturelles, et donc d'efficience, de responsabilisation. Et finalement, c'est quelque part l'ensemble des questions qui sont posées aujourd'hui par ce petit bout finalement qu'est le PCR, ou les parcours de façon plus générique. Comment ça peut aider à repenser le rôle de l'AMO, de l'AMC, comment ça peut penser la place des offreurs de soins, de l'industrie du médicament, des financeurs, des ménages, des salariés, des entreprises qui sont aussi un territoire de santé et de prévention en tant que tel. Je pense qu'on en parle beaucoup en ce moment. Et puis, la question qui est un peu sous-jacente que tu as posée, Germain, c'est en quoi aussi ce dispositif il a une nature que je qualifierais de durable. Donc, pour aborder ce sujet, vous l'avez compris, je ne suis pas du tout médecin, donc je ne vais pas adopter un regard de professionnel de santé. Donc je ne vais pas juger de la pertinence à l'instant T de est-ce que le parcours coordonné renforcé, enfance protégée, obésité, addiction est un bon parcours d'un point de vue médical. Je ne rentrerai pas sur ce sujet. Je ne vais pas rentrer non plus, je ne suis pas sociologue, donc je ne vais pas rentrer de est-ce que c'est une bonne chose pour le patient dans sa capacité à traiter son addiction, traiter ses problématiques d'obésité. Je ne vais pas rentrer non plus à la place du financeur ou de l'industriel ou de l'offreur de soins. Moi, je vais prendre juste un angle qui est le mien, celui de systémicien, celui finalement de spécialiste des mécanismes d'évolution et de transformation des organisations et des systèmes. C'est donc un regard que je vais porter sur en quoi, et c'est bien la question que tu as posée, Germain, en quoi ce type de parcours peut amener en fait une évolution ou un levier sur notre système de santé.
Et donc, c'est essayer d'identifier finalement tout ce qui est quel potentiel de situation ça nous apporte, quels sont les facteurs d'évolution que ça nous permet d'identifier, quels sont les écarts que ça pose par rapport à l'existant, et finalement confronter tous ces éléments pour voir quelles sont les inductions que ça va amener et que ça va permettre dans notre système. Et donc finalement, c'est répondre à deux types de questions. Première question, c'est en quoi ça modifie nos existants. Tu l'as évoqué tout à l'heure, en 2011, vous aviez une réflexion sur les épisodes de soins. Très bien. En quoi ça modifie nos existants? Qu'est-ce que ça va permettre? Et non pas pourquoi on fait ça. Deuxième type de question, c'est comment on va pouvoir cultiver finalement cet écart qui est ouvert par les parcours pour que cet écart progressivement s'entrouvre plus avant et nous ouvre la possibilité de penser l'évolution de notre système de façon différente. Alors, on va le faire avec beaucoup d'humilité ou de modestie, parce que c'est quelque chose de relativement nouveau, en tout cas publiquement nouveau. Et on va essayer de se projeter et d'avoir une logique prospective sur ce sujet. Peut-être pour poser le point, de quoi parle-t-on? Cette notion de parcours, tu l'as évoquée, elle est dans l'esprit depuis au moins plus d'une dizaine d'années. C'est pas quelque chose finalement de complètement nouveau. C'est un processus qui a maturé de façon assez longue. Première expérimentation en format réel, c'est 2014-2015. Un groupe d'assurance établit un cahier des charges pour gérer forfaitairement un type de chirurgie, celui de la chirurgie orthopédique, de manière à pouvoir proposer à certains établissements, publics comme privés, une prise en charge globalisée, forfaitisée, d'une chirurgie du genou, de la hanche, et conventionne, entre guillemets, ou contractualise avec ces établissements pour déployer ce processus qui est jugé intéressant et qui est d'ailleurs repris par l'assurance maladie obligatoire. Premier élément de mise en place. Deuxième élément de mise en place, ce sont les articles 51 que tu as cités en 2018, qui permettent finalement à des acteurs de s'organiser différemment, soit en termes d'organisation, soit en termes de facturation, soit en termes de regard sur les soins, en dehors du droit commun. Et ces expérimentations, il y en a eu plus d'une centaine, ont vécu un certain temps, certaines continuent, perdurent et rentrent effectivement dans le droit commun, et c'est le cas du PCR obésité que tu as mentionné, et certaines s'arrêtent parce que finalement l'expérimentation montre qu'on ne va pas au bout. Ces expérimentations, on en pose le cadre du parcours coordonné renforcé dès 2024. On en pose les principes dans le PLFSS, mais finalement, c'est l'article 54 du PLFSS de cette année qui va mettre en place ces parcours d'accompagnement préventif, et en les positionnant comme ils sont, que ce soit des parcours pré-ALD, que ce soit des PCR, finalement, on va rentrer dans une logique de prévention qui sort un peu de l'acception qu'on a classiquement du mot prévention, qui est avant. On est bien dans une logique de prévention qui va jusqu'au tertiaire, et donc dans la logique d'accompagnement du patient pour soit stabiliser son état, soit le ramener à un état excentré. Et donc ça, je pense que ce sont des éléments qui sont intéressants à suivre, parce que c'est une évolution aussi culturelle que l'on a du regard sur la prévention, qui n'était pas forcément dans l'esprit et dans la tête de l'ensemble des parties prenantes, qui ne sont pas directement impactés dans le domaine de la santé, et notamment, je pense, aux acteurs plutôt privés dans l'entreprise, chez les salariés, où on a cette représentation de la prévention qui est quelque chose qu'il faut qu'on fasse avant, absolument, pour éviter d'eux. Eh bien, non, on voit qu'il y a une capacité, aujourd'hui, un espace qui s'ouvre. Les PCR, tu l'as dit, le premier, c'est le début mars, je crois, le 4 mars, c'est le PCR obésité. Il y en a d'autres là qui sont en train d'arriver progressivement et de rentrer dans le droit commun. Donc, il y a l'enfance protégée, les addictions, des PCR sur les maladies respiratoires. Et donc, on voit que tout ça
va progressivement prendre de l'ampleur sur ce premier semestre, mais il y a une continuité qui se met en place avec une supervision, bien évidemment, de l'ensemble des autorités de santé et avec une volonté de cofinancement entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire à hauteur de 60% pour l'obligatoire, 40% pour le complémentaire. Là où c'est intéressant, c'est qu'on est dans un parcours qui est pluridisciplinaire. Ce parcours pluridisciplinaire, il regroupe bien évidemment des professionnels de santé, mais pas que. Aussi d'autres dispositifs, par exemple d'éducation thérapeutique en ligne notamment, parfois, et puis des professionnels qui peuvent être des diététiciens parfois ou des coachs sportifs qui peuvent rentrer. Et donc, on n'est pas dans une logique systématiquement classique de prestations remboursées. On a aussi des prestations dites non remboursées qui sont prises en compte dans ces parcours. Et le point intéressant, c'est qu'on est dans une logique forfaitaire. Et cette logique forfaitaire, en fait, on va rémunérer une structure qui va déployer ces parcours et qui va se charger, elle, de la rémunération de l'ensemble des acteurs et de la structure qui supporte ces parcours. On a, en mettant en place ces dispositifs, on répond à finalement deux attentes. Tu l'as abordé assez rapidement, Germain. Le premier, c'est d'endiguer la hausse des maladies chroniques. Et je pense que c'est exprimé comme ça, à la fois dans le rapport chargé-produit, à la fois dans l'exposé des motifs dans le PLFSS. Je ne vous apprends rien, mais on a 20% de la population qui est en ALD en France. Alors, c'est supérieur et ça amène un certain nombre de questionnements par rapport à l'Allemagne ou à la Belgique. Je ne rentre pas dans ces considérations. Mais ce que l'on sait, c'est que le coût pour l'assurance maladie, quand on a une personne en ALD, est bien supérieur. Il est estimé à environ 10 000 euros versus quelqu'un qui n'est pas en ALD, qui tourne autour de 2 500 euros. Donc, on voit les enjeux financiers qui y sont associés. Mais pour l'assurance maladie complémentaire, c'est aussi un enjeu majeur, puisque quelqu'un qui est en ALD, c'est finalement quelqu'un qui va avoir une consommation de 25% supérieure à quelqu'un qui n'est pas en ALD. Donc on voit bien aussi que les complémentaires ont dans le dispositif un rôle à jouer de par la mobilisation des ressources. Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'ils traduisent, c'est une concrétisation du virage préventif que l'on souhaite et dont on discute depuis plusieurs années. L'idée, c'est d'empêcher nos concitoyens de s'enfoncer plus dans des maladies chroniques. Et puis, une fois qu'ils y sont, c'est de les accompagner pour qu'à minima, on stabilise l'état, à maxima, on les remette dans une situation pré-maladie chronique. Donc, c'est un vrai virage préventif et c'est un vrai virage préventif qui concrétise finalement les évolutions et les attendus d'une prévention tertiaire. Deuxième sujet, c'est non plus la logique de maladie, mais la logique de dépenses qui y sont associées. Vous le savez, le système de santé aujourd'hui fait face à une évolution des dépenses qui est extrêmement importante. Dans le rapport charge-produit, on dit qu'entre 2015 et 2021, il y a 75% de l'évolution des dépenses qui est portée par les ALD. Donc, on voit bien le poids que ça représente. Et on a un vieillissement de la population jusqu'à 2035 qui est extrêmement important, puisque on va approximer environ 30% de la population qui aura plus de 60 ans en 2035, 15% de plus de 75 ans. Et vous le savez, finalement, 85 à 90% des personnes qui sont en ALD ont plus de 60 ans. Donc, on voit bien qu'on a un élément très important en termes de dépenses et que finalement, 3/4 des dépenses vont être engendrées par environ 25% de la population. Ceci est finalement des statistiques assez froides, mais qui posent également le sujet du financement qui est associé. Parce que cette évolution et ce vieillissement de la population, il a une contrepartie, c'est qu'on a moins d'actifs qui sont en capacité de financer notre système de santé. Et donc, je reprends les titres du rapport chargé-produit. La prévention, c'est le défi de la décennie. Et je pense que c'est bien de le poser comme ça.
et les parcours de soins et la qualité de la prise en charge deviennent des éléments absolument déterminants pour éviter l'aggravation et un certain nombre de comorbidités. Voilà poser un peu le cadre des parcours. Alors, la question qui est posée, c'est finalement en quoi la mise en place des parcours amène de nouveaux rôles, de nouvelles perspectives, et en quoi est-ce pertinent. Je pense qu'il y a deux types de regards en fait à poser. Le regard sur comment ça peut aider le système de santé à prendre en charge, on l'a vu de façon plus importante, nos patients dans une logique de prévention. Mais puis, il y a également la logique que ça peut avoir sur le système de santé dans sa logique financière et de dépenses et de financement. On l'a évoqué, aujourd'hui, ces décrets, ces mises en place dans le projet de loi ont été posés en disant il va y avoir un financement 60% assurance maladie, 40% assurance complémentaire. La difficulté, c'est que le lieu de discussion de ces sujets, aujourd'hui, n'est pas défini. Que ce soit sur les bonnes pratiques médicales, que ce soit sur les modes de prise en charge, que ce soit sur le questionnement de doit-il y avoir un reste à charge patient, quels sont les indicateurs qu'on va mettre en place, quelles sont les modalités de mise en œuvre telles qu'elles vont être déployées. Aujourd'hui, il n'y a pas finalement de lieu de discussion, de gouvernance ad hoc pour échanger sur ce type de sujet. Je pense que dans la logique de soutenabilité de notre système de santé, dans la logique de financement de notre système de santé, où on voit bien, on parle souvent du financement qui est la sécurité sociale ou les maladies ou les assurances maladies complémentaires, les OCAM, les organismes complémentaires. En fait, ce ne sont pas eux qui financent le système de santé. L'assurance maladie obligatoire ou l'assurance maladie complémentaire, finalement, ne sont que des flux, des usines de flux, mais ceux qui financent réellement, ce sont les ménages et les entreprises. Et je pense qu'il y a un sujet qui est comment, finalement, la représentation des ménages et des entreprises, et notamment celle des partenaires sociaux, peut s'impliquer, doit s'impliquer à partir du moment où ils financent une partie de ce système. Donc, quelque part, qui paye, qui cofinance, codécide. Et donc, la mise en place de ce type de dispositif pose la question de la gouvernance et de l'évolution de la gouvernance de notre système de santé. Il est indispensable que l'ensemble des parties prenantes soient autour de la table, que ce soit les professionnels de santé eux-mêmes, naturellement, pour la définition des bonnes pratiques, pour la formalisation de ces parcours et leur évolution dans le temps. Aujourd'hui, on a des cahiers des charges qui sont statiques, mais les techniques vont évoluer. La mise en place de nouveaux dispositifs médicamenteux peuvent s'inscrire aussi dans ces parcours. Comment on les prend en compte? Et donc là, il y a un sujet de gouvernance, on va dire, de pratique médicale, médico-sociale. Et puis, on a aussi vraisemblablement un sujet qui est la gouvernance du financement, le suivi, l'indicateur, l'efficience du système. Comment le mesure-t-on? Comment le gère-t-on? Qui copaye? Co-décide. Deuxième sujet, on est dans une évolution importante où on veut faire porter ce virage préventif par l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. On a évoqué naturellement que l'entreprise était un lieu dans lequel on passait quand même un temps relativement important, chacun d'entre nous, ou en tout cas les salariés. Et on voit bien que ce territoire d'expression dans la vie quotidienne a un impact sur la santé de chacun d'entre nous. Donc cette idée d'entreprise, territoire de santé, territoire de prévention est une réalité. Comment on utilise finalement l'entreprise comme un relais de la prévention? Comment les partenaires sociaux, qui sont les représentants des financeurs, les ménages et les entreprises, peuvent négocier dans le cadre des accords collectifs, notamment de branches, en fonction des spécificités de chaque secteur, métier, profession, des dispositifs de prévention qui peuvent s'intégrer dans l'entreprise. Comment on respecte cette liberté d'entreprendre, de négociation, pour accompagner les besoins de l'entreprise qui vont jouer à la fois sur sa compétitivité, mais aussi sur le bien-vivre de ses salariés
de façon à donner le maximum, répondre au maximum à la raison d'être de l'entreprise. On le voit souvent dans l'évolution du contrat responsable en tant que tel, puisque le contrat responsable tel qu'il a été conçu dans les années 2005 avait comme idée d'avoir un certain nombre de dispositifs de prévention, de porter une responsabilité. Aujourd'hui, on voit qu'il s'est amoindri, effiloché. Donc, comment on lui redonne de la puissance? Et vraisemblablement, la mise en place de négociations, échanges, partenaires sociaux, là aussi, nous ouvre la possibilité d'ouvrir ces espaces de négociation et d'évolution de ces territoires de santé. Nouvel écart ouvert. Troisième écart ouvert, et il concerne plus précisément le système de santé, c'est ce cadre forfaitaire qui est mis en place dans les parcours. On ouvre, par cette logique forfaitaire, de nouvelles capacités, de nouveaux angles de régulation pour aller chercher plus d'efficience et plus de qualité dans la prise en charge. La formation du patient va être renforcée puisque sa coordination est un élément important de ses parcours. Premier élément, à partir du moment où je suis pris en charge, à partir du moment où je suis diagnostiqué, je suis phénotypé, on va me construire pour moi un parcours personnalisé. Ce parcours personnalisé, ce n'est pas le parcours de X, Y ou Z, c'est mon parcours. Ce parcours, il va m'encourager à être plus observant, moins nomade, à éventuellement développer un certain nombre de comportements qui vont me faire évoluer dans mon mode de fonctionnement. Et donc, finalement, c'est une logique de sensibilisation et de responsabilisation du patient qui permet d'avoir une approche moins morcelée de notre système de santé. Ça a un impact direct sur le professionnel de santé et l'organisation du professionnel de santé. Je paye, je finance une structure. Cette structure, elle est en charge de déployer un parcours. Ce parcours doit être efficient. Et donc, je vais devoir, par nature, à la fois sécuriser la façon dont je vais l'organiser, dont je vais l'orchestrer, limiter et aller chercher le maximum d'efficience dans mes prescriptions, de façon à ce que j'ai une prévisibilité qui soit la plus forte possible, de façon à le reconfigurer de manière régulière pour s'adapter à mon patient. Et ce faisant, je développe une meilleure efficacité des soins, une meilleure fluidification du parcours au service des patients. Et tout ça rentre bien évidemment dans d'autres éléments que ça ouvre, notamment un système d'information qui va rassembler l'ensemble des informations, qui va les partager entre les différents professionnels de santé. Et donc, on voit bien que là, on a des mécanismes vertueux qui se mettent en place, qui à la fois favorisent, responsabilisent, sensibilisent beaucoup plus le patient au suivi, à l'observance et à la limitation du nomadisme, et aussi le professionnel de santé, qui va encourager son patient à être plus observant, plus dans le suivi de ce parcours et la tenue de ce parcours. Et donc, on voit bien que par ces angles-là, finalement, on va vers plus d'efficience, plus de qualité de la prise en charge, plus d'éducation du patient qui va lui permettre finalement de gérer beaucoup plus sa maladie et son état de santé pour le prendre beaucoup plus en charge. C'est une logique de prévention personnalisée, tertiaire et d'accompagnement qui est beaucoup plus fluide, coordonné que ce qui n'a jamais existé. Voilà pour poser les premiers éléments et puis ouvrir le débat et les questions sur ces différents sujets. Merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant effectivement aux questions-réponses. Donc, je vous rappelle très rapidement le principe. Donc, vous avez la possibilité de lever la main dans la barre de tâches en haut, comme ceci. Et donc, on prendra les questions en fonction de l'ordre de lever des mains. Donc, allez-y, levez la main, posez vos questions. Si toutefois il y avait des questions dans le chat, je les relayerai, mais je me permettrai de vous donner la parole
pour poser les questions comme ça. Donc oralement, c'est un peu plus sympathique et un peu plus interactif que simplement de la poser dans le chat. Minka Maravik, je vous donne la parole. Je vous laisse vous présenter et puis poser votre question. Oui, bonjour, je suis une docteur Maravik, rhumatologue. Toujours un plaisir d'écouter d'autres intervenants aujourd'hui. J'avais deux petites questions. Je pense qu'on est tous d'accord sur l'intérêt de mettre en place un parcours personnalisé. Quid du patient non adhérent? Parce que c'est aussi une problématique. Et j'avais un deuxième élément de réflexion, c'est que on n'a pas de problème pour les patients qui peuvent avoir accès au système de santé ou pour lequel au moins l'accès au système de santé est facilité parce qu'ils sont à proximité. Et à la problématique des gens qui sont un petit peu éloignés parce qu'ils sont âgés, parce ils ont un problème d'handicap, c'est comment on peut faire pour aller vers, parce que c'est aussi également important. Et ce qui fait que dans ces parcours qui peuvent être mis en place, il y a peut-être d'autres acteurs qu'on peut faire intervenir pour être au plus près de là où est le patient, parce que des fois, c'est pas aussi simple de pouvoir le mobiliser pour entrer en tout cas, dans quelque chose qui est bien organisé, quoi. Merci beaucoup. Alors, je pense que ces parcours n'ont pas vocation à résoudre l'ensemble des On est problématiques d'accord. de notre système de santé. On est d'accord. Et je vais en profiter pour ajouter quelque chose. On a parlé de la tarification forfaitaire. Ça ne va pas non plus remplacer la tarification à l'acte, hein. Restons lucides. C'est un peu comme la retraite par capitalisation et la répartition. Il n'y en a pas l'un qui va remplacer l'autre. Les deux vont progressivement trouver leur place. Le aller vers reste un sujet majeur. Je pense que c'est là où c'est intéressant que les entreprises puissent s'emparer de ce type de dispositif, notamment au niveau des branches professionnelles, mais les associations également, parce que ce sont elles qui sont en situation sur le terrain de repérer les personnes qui ont moins accès au système de santé et donc de les flécher. Mais une fois que vous les avez fléchés, encore faut-il que vous ayez les structures qui puissent accueillir ces dispositifs. Et donc, un des sujets que l'on doit traiter tous ensemble, c'est comment finalement ces petites pousses, ces germes que l'on a aujourd'hui dans des décrets qui reposent sur des expérimentations où on a une ou deux structures qui se sont montées, comment finalement on va les aider à pousser et à grandir, comment on va les aider à se déployer sur le territoire. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important. Il faut qu'on y soit très attentif parce que c'est pas, pour reprendre une expression que je pense qu'on partage tous, en tout cas dans la logique de transformation ou d'évolution des systèmes, c'est pas en tirant sur la tige qu'on fait grandir la feuille et on la fait fleurir, mais c'est plutôt en travaillant le contour autour, les biner la terre, l'aérer, arroser ces plantes progressivement pour qu'elles prennent place sur le territoire et que progressivement on puisse les faire connaître. Et donc ça veut dire qu'il faut être en capacité de les accompagner et de les protéger. Et là-dessus, à la fois le système de santé, les pouvoirs publics, mais aussi les partenaires sociaux et les entreprises ont vraisemblablement un rôle à jouer pour qu'on puisse mailler le territoire progressivement. Et je pense que vous avez raison, la logique associative, qui est, je pense, un des éléments importants du aller vers, peut nous amener à cette prise en charge. Stéphanie Rabault. Oui, bonjour et un grand merci pour la clarté de votre propos. Moi, je suis chargée des affaires publiques pour la Mutualité française en région Pays de la Loire. Et alors, excusez-moi d'avance si ma question va déplacer un petit peu le débat, mais je voulais savoir par rapport à ce que vous venez d'exposer sur ces parcours de soins coordonnés, renforcés, comment vous imaginez cela possible si demain on se retrouve dans un système que l'on appelle globalement la grande sécu? Bon, voilà, vous représentez les institutions paritaires de protection sociale. J'imagine que vous avez votre analyse du sujet, mais j'aimerais bien vous entendre sur cette question-là parce qu'on est assez régulièrement attaqué en tant que mutuelle relevant du code de la mutualité sur le positionnement des mutuelles dans le système de protection sociale et l'avenir de ce système. Merci.
Alors, vous m'obligez à changer de casquette et à reprendre ma casquette de directeur général du FIPS. Effectivement, je ne peux pas cautionner la logique de grande sécu, comme vous l'appelez, pour plein de raisons, et je ne vais pas m'étendre ici, mais je pense que les solutions extrêmement simplistes sont pas forcément les bonnes réponses à des problèmes qui sont complexes. Et je pense que si là, je repose ma casquette de FIPS et que je reprends ma casquette de systémicien, en fait, quand vous êtes dans un système et que vous n'avez plus que deux acteurs, en gros, les offreurs de soins et puis l'organisme grande sécu, vous êtes dans une logique de confrontation et de tension. Et donc, vous n'avez plus la possibilité de créer des écarts. Le fait qu'il y a une diversité des acteurs, et notamment des acteurs qui sont représentants, finalement, vous en mutualité, nous en institution de prévoyance, de ceux qui financent, ça crée, dans le rapport de force, ça crée une tension positive qui permet justement ces écarts et qui va permettre finalement de développer et de faire évoluer notre système de santé. Et donc, c'est ça qui m'intéresse en fait dans cette logique-là, c'est qu'on n'est pas dans un rapport de force à deux, on est dans un système de tension qui évolue et qui permet finalement de trouver des nouveaux modes de fonctionnement. On l'évoquait tout à l'heure, que ce soit l'entreprise, que ce soit les associations, que ce soit les partenaires sociaux, que ce soit les représentants des mutuelles. Finalement, ce sont des corps qui permettent de générer une tension positive qu'on va perdre dans une logique de grande sécu. Et donc, je laisse de côté tous les sujets de grande sécu, les coûts, etc. Mais en termes d'évolution du système, ça rigidifie et ça fragilise. Merci. Merci beaucoup. Cybèle Carman-Glacel. Bonjour, c'est Cybèle Bilal. Écoutez, c'est une excellente évolution. Je pense qu'on attendait ça depuis plus de 20 ans. Mais ce qui me fait un peu peur, est-ce que cette évolution va pouvoir être accompagnée par nos institutions, que ce soit CEPAM, l'ARS, etc., y compris les CPTS et les DAC. 20 dernières années, on a développé plein de lois, plein de décrets d'application, mais je vous assure, j'observe sur le terrain depuis 40 ans, ils ne sont pas appliqués, ils ne sont pas compris, et qu'on a un détournement, comme d'habitude, deux hôpitaux qui doivent être troisième recours, qu'ils restent toujours troisième recours, mais malheureusement, au regard de l'ensemble des parcours, ils démarrent à partir de soit d'une situation d'urgence hospitalière, soit déjà une maladie très aiguë suite à hospitalisation, qui ne sont pas adaptés en ville. Si on part d'une hypothèse qu'on est dans les pré-ALD, les chiffres que vous avez donnés, ça va concerner parcours renforcé plus de 60 ans. Mais si on veut en parler de prévention, il faut commencer dès les 45 ans, pas 60 ans. Comme toutes les actions de prévention qui étaient financées depuis 15 dernières années, ils touchaient au moyen 75 ans. Ça veut dire les actions de prévention déroulées aux EHPAD, facturées assez cher, qui ne touchaient pas la population plus jeune. Au regard de tout ça, ce qui m'inquiète aussi, vous avez dit, il n'y a pas des indicateurs. Quand il n'y a pas des indicateurs, quelle unité barème qu'on va utiliser pour une facturation de forfait? Deuxième question, vous avez, OK, obésité. Mais quand une personne obèse qui a atteint de problèmes avec addiction à l'alcool, qui a HTA, qui est déjà développé, que fait-on? Ça fait depuis 40 ans que je me fréquente à toutes ces institutions. Pour vous donner un exemple, monsieur, je suis à ARS Île-de-France. J'ai dû accompagner 22 000 patients avec le médecin traitant. Je gère 387 cabinets médicaux, 27 MSP pour les situations complexes. ARS n'est pas d'accord sur la notion du territoire. Ils ont constitué les territoires de santé, les territoires du domestique de la personne. Or, 50% du clientèle du cabinet, il vient de l'autre arrondissement ou l'autre commune.
Quand on doit accéder à deuxième recours, c'est absolument pas la même commune. Troisième, ils ont structuré au niveau régional. Comment faire? Et vous parlez de l'entreprise. Les grosses entreprises, de moins en moins, œuvrent en France. Majorité de salariés, ils se trouvent dans les TPE, PME, artisanat ou développement d'auto-entrepreneurs. Les représentatifs qui vous m'en parlez en tant qu'entreprise ou les syndicats salariés, excusez-moi monsieur, mais ils ne représentent qu'eux-mêmes avec les taux de syndicalisation moins de 10%. Donc, si on veut parler de co-gestion du Sécu, j'aurais adoré il y a 40 ans, on co-gérait, on avait les élections prud'homales et qui ont géré ensemble ce sécurité sociale que je tiens beaucoup comme mutuelle. Pourriez-vous m'expliquer concrètement comment on va pouvoir mettre en place, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas sorte de besoin à répondre collectivement consensuel. Comment vous voulez? Ils vont encore continuer distribuer comme les DAC, les CPTS, etc. C'est quoi cette pagaille encore? Et j'adore l'idée forfaitisation. C'est ça qu'il faut faire depuis 20 ans. Madame, merci de cette question qui est, si je peux me permettre, une question multiple et à tiroir. Et oui, je suis, comme je l'ai dit en introduction, on n'est pas sur une révolution ou une rupture. Vous l'avez dit, et je pense que c'est très important de l'avoir en tête, c'est que c'est une évolution qui est très progressive finalement, entre ce que vous avez évoqué et puis on l'a vu les différents textes. Moi, l'intime conviction que j'ai, et je ne suis pas dans une logique du tout de cogestion, etc., je suis dans une logique double. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une gouvernance qui puisse s'exprimer, et qui puisse s'exprimer, vous l'avez dit, pour construire des indicateurs ad hoc, qui sont des indicateurs qui vont nous aider à piloter. Est-ce que la structure X qui prend en charge une file active de 1500 patients par an, elle a un taux d'observance qui est important, oui, non, un taux de nomadisme qui est important, oui, non, etc. Et effectivement, ces indicateurs, aujourd'hui, on en a peu ou pas discuté, et je trouve que c'est dommage, et je suis comme vous, je pense que c'est absolument essentiel de donner un cadre. Et après, vous l'avez dit, je pense que c'est un point qui est très important aussi, c'est que ce cadre, il puisse laisser les opérateurs derrière s'organiser sur le terrain en fonction de la réalité du terrain, du territoire, comme vous l'avez entendu. Sur les grandes et les petites entreprises, j'ai parlé des entreprises, mais j'ai parlé des branches professionnelles. Les branches professionnelles, pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous dégage du niveau de l'entreprise et de la taille de l'entreprise, petite ou grosse, et de positionner au niveau de la branche, finalement, permet de prendre des décisions qui vont s'appliquer à l'ensemble de la branche, que je sois une petite entreprise ou une grosse entreprise. Et donc, quelque part, j'ai un moteur d'action qui est très important, et donc de remettre à la fois cette logique, et là, je suis bien dans cette approche systémique où les partenaires sociaux rentrent sur le territoire, réinvestissent le territoire de la protection sociale complémentaire d'une part, et donc en plus on a un outil qui arrive, qui est cette logique de parcours. Il y a quelque chose à jouer, et je peux vous dire qu'il y a déjà aujourd'hui des réflexions très concrètes dans les branches sur ce sujet-là. Donc, je suis comme vous, mais ça ne me fait pas peur, mais ça me donne des raisons d'espérer. Moi non plus, hein. Et sur la question de la coexistence entre les structures qui vont coordonner ces nouveaux parcours et puis des dispositifs d'appui à la coordination? Ben, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, c'est cette gouvernance qu'il faut qu'il faut installer, mettre en place, qui est aujourd'hui inexistante dans la réalité. Et c'est ça ce sur quoi il faut qu'on travaille. Je pense que ça doit se faire avec l'ensemble des parties prenantes. Il faut sortir des schémas actuels, effectivement, parce que ça oblige des décalages de pensée. Hein. La logique forfaitaire n'est pas une logique conventionnelle de tarification à l'acte, donc ça oblige à changer certains regards.
On a vu qu'il y avait des professions qui pourraient être rémunérées dans le cadre des structures qui ne sont pas des prestations qui sont habituellement remboursées. Et donc, tous ces changements-là, il faut que l'ensemble des parties prenantes, en fait, se les approprient. Et ça va prendre du temps. Hein. Ça ne va pas se faire. Là aussi, on n'est pas dans la révolution. On est dans un processus qui va se faire progressivement. Et je reprends mon idée, c'est on a planté des graines. Accompagnons leurs pousses, donnons-leur de l'espace, du soleil, éclairons-les, éventuellement injectons peut-être aussi dans les territoires des moyens pour les faire prospérer de façon à ce que progressivement elles prennent la place. Voilà. Et ce ne sont pas des mauvaises herbes, ce sont des bonnes herbes. Jean-Paul Ortiz. Oui, merci Quentin Blériot pour votre intervention que j'ai trouvée extrêmement intéressante et riche. Alors moi, ayant une expérience de relations, y compris contractuelle avec NIPE, puisque lorsque j'étais président de la CSMF, j'avais mis en place une consultation de prévention avec l'ESIA, ce qui avait un peu secoué le Landerneau, je dois dire. Hein. Autant... Il paraît. Autant au niveau d'ailleurs des médecins libéraux que des assureurs obligatoires et complémentaires. Est-ce que la question que je veux vous poser, tourne autour de ce problème de gouvernance. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que l'ensemble des acteurs repose le problème de la gouvernance de notre protection sociale bien au-delà des parcours? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les parcours se placent dans une logique de poursuite d'article 51. Je porte un article 51, c'est d'une complexité sans nom, et j'espère qu'un jour, ça deviendra un PCR, mais on fait un peu du bricolage, on fait de la dentelle pour l'instant. Et puis, moi, je m'interroge, étant aussi impliqué chez Clésia, pourquoi 60-40 dans la prise en charge des PCR? Pourquoi pas 70-30 qui est la proportion habituelle? Quel est le RAC? Quelle est la marge pour les professionnels de santé? Donc, je pense que au-delà de cette logique de parcours, laisser l'État prendre la main sur la mise en place et le financement, l'organisation et l'évaluation de ces évolutions de prise en charge des patients, en particulier sur les pathologies chroniques dans le cadre des parcours, me semble aujourd'hui extrêmement dangereux. C'est-à-dire, je pense que tous ensemble, il faut peut-être qu'on signe la fin de la partie et qu'on se mette autour de la table courageusement en disant, voilà, on va inventer un nouveau mode de gouvernance, d'organisation et de régulation entre assureurs obligatoires, complémentaires, professionnels de santé, patients, ne les oublions pas, pour voir comment on peut arriver à mettre en place une gouvernance qui tienne la route sur les parcours, mais après au-delà. Il faut reposer le problème des contrats responsables, il faut reposer le problème de la convention médicale aujourd'hui et avec les autres professionnels de santé, et réfléchir aussi, et je trouvais que la question précédente était intéressante, pour voir quelle marge de manœuvre on met entre la gouvernance nationale et la déclinaison territoriale. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on y aille là, parce qu'on voit bien que sinon, l'État, dans sa technocratie habituelle que j'ai bien connue, va réguler tout ça et on aura perdu la main tous. Oui, vous avez raison. Alors, vous m'obligez à remonter d'un cran des parcours, mais c'est très bien. C'est très bien. Vous savez qu'il y a une mission dite triste de répartition des rôles AMO, AMC qui, au départ, était d'ailleurs sous un angle très financement. Hein. C'est je te donne 20, je prends 80, et puis voilà. Mais ça ne règle pas le problème de l'évolution des dépenses. Très clairement, et là je reprends cette fois-ci une question, une casquette FIPS. La façon dont on a souhaité repositionner le débat sur lequel vous m'emmenez est le suivant, c'est qu'il n'y a pas le système AMO et le système AMC. Nous avons un système de protection sociale et il est commun. Et vous l'avez dit, il est commun, c'est un bien commun et ce bien commun, il faut le préserver.
Et donc, effectivement, c'est certainement le moment de repenser cette gouvernance. Une gouvernance qui ne peut être uniquement normative, décidée de façon centralisée et jacobine. Elle doit laisser sur les territoires, et je reprends le terme de Madame, sur les territoires, des capacités de régulation qui sont infranormatives, de façon à ce qu'on ne soit pas systématiquement dans des décrets, dans des règlements, etc., et avec des mécanismes de régulation, parce qu'on le voit bien aussi dans les expérimentations qui ont pu avoir lieu par le passé. On pourra en rediscuter, notamment sur la chirurgie orthopédique. Ça n'est pas non plus l'alpha et l'oméga, hein, et ça a introduit d'autres biais de comportement ou d'évolution des systèmes. Donc ça aussi, ça nécessite des régulations de terrain et infranormatives. Et donc nous, ce qu'on revendique à la FIPS, c'est oui, s'intéresser non pas au financement, mais à l'organisation du système de santé. Donc 2, à sa gouvernance. Être capable de se projeter avec une vision pluriannuelle. Parce que si on veut que les gens investissent, que ce soit dans les structures privées, que ce soit dans les parcours, etc., il faut donner aux acteurs privés la possibilité d'avoir un peu de champ de vision et pas être uniquement dans la logique d'instantanéité. Il faut aussi être en capacité de se dire et de sortir des positions et des postures, mais là, ça va être très difficile dans la période actuelle, les complémentaires augmentent de façon indue leur cotisation, les dépassements d'honoraires comme ci, etc., etc. À un moment, il faut se remettre autour de la table et donc sortir de la logique de posture. Et un des moyens de se sortir de la logique de posture, Jean-Paul, je pense, c'est de ne pas regarder uniquement l'élection de 2027, mais de se dire qu'est-ce qu'on veut en 2032 comme système de santé. Parce que là, peut-être qu'on va pouvoir regarder un cran plus loin et pas regarder simplement le bout de ses chaussures en se disant comment je préserve ma situation et mes acquis et ce que j'ai négocié âprement à un instant T. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de créer ces conditions, cet environnement pour avoir cet échange. Je pense que ce serait, si on pouvait formuler un vœu pour 2027, ce serait, j'espère, la volonté de créer cette condition et cet environnement-là. Oui. Donc, 200% d'accord. Merci pour cette question et pour cette réponse, parce que je crois qu'on vraiment touche, c'est vraiment le cœur du sujet en définitive. Véronique Lacam, je vous laisse la parole. Très bien. Alors, merci Jean-Paul pour votre remarque, parce que moi, je voulais juste préciser que l'absence de co-construction, elle est déjà effective et pas seulement pour les PCR. On sait que les complémentaires ont à peine voix au chapitre dans les discussions conventionnelles et on a vu notamment les sujets du 100% santé, la voix des complémentaires a été finalement assez peu entendue. Donc, c'est un sujet beaucoup plus global. Moi, ce que m'évoque ton positionnement et l'ambition que les complémentaires pourraient avoir d'être plus actives dans la promotion finalement de ces parcours qui intègrent by design la prévention, et ce qui est évidemment la cible, même si ce ne sera pas le modèle unique, c'est concrètement comment on s'y prend aujourd'hui. On pourrait par exemple se dire que les complémentaires orientent de façon ciblée leurs assurés dont elles savent qu'ils sont susceptibles d'entrer dans le cadre d'éligibilité, donc vers leur médecin traitant pour faciliter l'intégration dans ces parcours. On pourrait imaginer, pour l'avoir vu sur certains projets, que les complémentaires amènent des interventions qui complètent les parcours. Par exemple, sur les articles 51 de sortie d'hôpital, on voit que le financement de services à la personne peut être un élément dans certains cas favorable, ce qui va évidemment pas être pris en charge dans les forfaits. Donc bon, on imagine finalement des façons de faire qui vont amener encore plus de valeur et plus d'usage de ces parcours. Aujourd'hui, et on le voit d'autant plus sur des éléments de gestion basiques que sont par exemple l'optique, l'audioprothèse, les complémentaires sont sans cesse remises en question pour l'accès à ces données, quand bien même elles respecteraient le secret médical, avec des équipes sous le pilotage d'un médecin qui respectent tous les critères du secret professionnel.
on n'y arrive pas, hein, voilà, on n'a pas, on n'y arrive pas. Et dans les modalités pour l'instant de financement de ces parcours et de facturation, on voit bien sûr, alors c'est peut-être parce que c'est juste le démarrage, il ne faut pas être négatif, hein, qu'il n'y aura aucune information sur les profils d'assurés concernés. On aura juste la séquence dans laquelle on est, mais ce qui nous donnera aucune information finalement sur le type de parcours pour lequel l'assuré est pris en charge et ce qui pourrait justifier des interventions complémentaires. Donc, comment tu vois les choses de façon très concrète pour essayer de favoriser le développement, enfin la promotion de ces parcours, le rôle des complémentaires? Yes. Je pense qu'il y a deux façons de faire de la prévention. Il y a va chier, prévention colorectale qui frappe. Mais est-ce que quand j'ai 14 ans, c'est mon problème? Non. Donc si on veut à un moment être efficace, pertinent dans la prévention, tu as raison, il faut qu'on puisse identifier, clarifier, s'adresser à la bonne personne au bon moment sur sa situation pour qu'elle se sente concernée à un moment par le sujet. Ça peut se faire effectivement, comme tu l'as dit, dans le cadre de l'entreprise ou comme on l'a évoqué tout à l'heure dans le cadre d'associations qui peuvent identifier, aider, accompagner, prendre par la main et orienter. Ça, c'est un premier sujet. Et puis le deuxième sujet, tu as raison, c'est celui de la capacité à utiliser les données qui sont à notre disposition. Et quand je dis notre, pareil, je ne fais pas les complémentaires d'un côté et l'assurance maladie de l'autre obligatoire. C'est nos données partagées de notre système de protection sociale, de nos patients et de nos assurés sociaux. Ce sont les nôtres, hein, ils ne sont pas pour moitié ou pour 20% complémentaires et 80% assurance maladie obligatoire, ce sont les nôtres. Là-dessus, nous, ce que nous préconisons, c'est que il puisse y avoir, il faut capitaliser sur le patrimoine absolument exceptionnel que nous avons sur la gestion des données et sur le stock de données que nous avons. Et donc, ça veut dire être à un moment en capacité de dépasser les procès en inquisition, de partager les données avec toutes les recommandations, CNIL, secret médical, secret professionnel, etc. En donner des socles techniques, applicatifs, serviciels, apaisables, qui sont encadrés par des habilitations, par des réglementations, par des sanctions extrêmement fermes, mais il faut qu'on fasse ce travail de partage et de mise en commun de données et de moyens, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va avoir un impact et un effet déterminant. Et donc là, aujourd'hui, on est trop sur les postures, on est trop sur les sujets épidermiques, les procès d'intention, d'inquisition, etc. Il faut qu'on sorte de tout ça et on revient à ce que évoquait Jean-Paul tout à l'heure. C'est à un moment, dépassons tout ça, dépassons les postures et mettons-nous tous ensemble à travailler parce que ça ne viendra que par ça, que par ça. Et ça fait partie des sujets sur lesquels nous, on va très concrètement pousser au niveau de la FIPS, c'est qu'on ait la possibilité de construire ensemble quelque chose avec des règles extrêmement strictes et des sanctions extrêmement strictes si ça doit rassurer tout le monde, et il faut comprendre que ça puisse rassurer tout le monde. Mais c'est absolument déterminant, parce que sinon on ne fait que blablater. Voilà. Et comme disait Madame tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'elle entend les mêmes choses. Bah, je pense qu'il faut aussi avancer progressivement. Moi, je considère aujourd'hui que le projet de loi de lutte contre la fraude est une bonne illustration de ces combats d'antan que l'on a, où on s'accuse de choses de droite et de gauche, etc. Dépassons ça, c'est une première base, allons jusqu'à cette première base, capitalisons sur cette mise en place, rassurons tout le monde sur la façon de travailler. Nous, on a appelé aussi les professionnels de santé pour discuter avec eux, pour qu'on lutte aussi contre la fraude et les réseaux qui sont organisés et que ça ne décrédibilise pas les professions qui bossent correctement, parce qu'il ne faut pas généraliser, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, en tout cas, on est dans cette logique et dans cet esprit-là. Et c'est ça qu'on va porter pour un horizon 2032. C'est pareil, ça ne va pas se mettre en place demain matin. Ok. Merci. Merci. Cybèle, vous aviez une autre question, je vous redonne la parole. Oui, merci.
on a un deuxième problème aussi, c'est l'absence ou des réductions des effecteurs. Parce que le problème, imaginons, vous savez, nous, on fait cette concertation depuis 20 ans avec médecins généralistes et les professionnels entourant les mêmes patients et on gère la logistique de parcours de soins depuis très longtemps. Mais par rapport il y a 25 ans, je suis face à un problème plus souvent maintenant, absence des effecteurs et accessibilité d'effecteurs. On a monté plusieurs structures de coordination, et maintenant, on est en train de monter les coordonnateurs des coordonnateurs. Donc, mais je vous assure, vous voyez les DAC, je vois bien, oui, oui. CPTS, pareil, etc. Par contre, si on part d'une hypothèse, parce que ce que vous dites, monsieur, c'est extraordinaire, parce que qu'il soit mutuel ou assureur au régime de base, on sera tous gagnants. Parce que tout simplement, réduire le nombre de journées d'hospitalisation, ça fait économiser des millions d'euros. De l'autre côté, à part, c'est les prestations d'autonomie. Ce que je me demande aujourd'hui dans la situation actuelle, OK, les sécu qui va débourser avec les mutuelles le montant forfait, mais quelle est la place de 5e enveloppe que je vois encore ce CNESEA d'aller viser plutôt 60 ans et plus aujourd'hui, tout en sachant que 60 ans et plus, c'est pas tout. C'est-à-dire l'âge n'est pas discriminant sur l'apparition des maladies et réduction d'autonomie. On a plus en plus les jeunes qui sont réduits d'autonomie avant l'âge de 60 ans et j'ai des gens de 75 ans, ils pètent les formes mieux que moi. Vous voyez, c'est évidemment. Donc, est-ce qu'on ne va pas encore à la mur, dans la mur? À la fois, on a 5e enveloppe. L'autre côté, on a prestation à part qui est gérée par le département et on a la Sécu. Est-ce que vous pensez que FIPS ou d'autres organismes peuvent imaginer une refondation des saucissonnements des fonds pour centraliser dans la cadre de PCR? Parce qu'on a besoin à la fois les fonds de département, fonds d'État pour les gens très démunis, mais aussi la sécurité sociale et des 5e enveloppe qui appelle autonomie. Mais s'ils orientent les vieux, encore on est mal barré dans 10 ans. Là aussi, il y a une question à multiples tiroirs. Aujourd'hui, je pense que la vérité des coûts de notre système de protection sociale compliqué à recoller. Il y a un très bon article de Beaufray d'ailleurs sur le sujet qui exprime bien ce saucissonnage dont vous parlez et la nécessité d'avoir une vision plus globale des dépenses, et notamment des dépenses de santé ou des dépenses de sécurité sociale qui comprennent l'ensemble des financements nécessaires qui ne sont pas uniquement ceux qui sont dans le cadre de la sécurité sociale. Donc ça, c'est un premier élément sur lequel je pense effectivement qu'il faut travailler, parce que la vérité aussi est un élément de réalité et un élément de pédagogie en soi de nos concitoyens sur le sujet. Premier élément. Deuxième élément, on ne va pas, là aussi, en mode révolutionnaire, rattraper les 20 dernières années d'évolution des effecteurs de façon spontanée ou simplement en important, entre guillemets, des effecteurs de pays étrangers. Donc, je pense qu'il faut faire face à cette réalité, essayer de voir comment on intègre dans nos modes de fonctionnement de façon beaucoup plus radicale, voire peut-être impérative, certaines innovations technologiques, que ce soit la capacité à avoir un espace numérique partagé entre les différents professionnels de santé, que ce soit les sujets de télémédecine, que ce soit les sujets d'aide à la décision avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est une première piste. Et puis la deuxième piste, qui revient à celle que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est qu'on ait un cadre normatif
global, très bien, mais laissons les joueurs jouer sur le terrain. Donnons-leur des règles, mais ils jouent très bien sur le terrain. Et donc, les coordinateurs de coordinateurs de coordinateurs de coordinateurs, ça, c'est des expressions de cascade normative. Mais si on laissait la subsidiarité et la délégation sur le terrain, ce qui ne veut pas dire laisser tout sans système de régulation locaux, infranormatif, voilà. Et ça, c'est des éléments de réponse. Un cadre général qui permette aux acteurs de jouer leur match. On ne va pas demander à Kylian Mbappé on ne va pas lui dicter sa course pour marquer le but. Très bien, merci. Magali Tassri. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant et très riche. Bonjour Quentin. Donc Magali Tassri, j'ai fondé une entreprise à mission qui s'appelle France Care. Et nous, notre travail, c'est de la coordination des soins et de la prévention proactive. Parce qu'en fait, notre enjeu à nous, on part du postulat que si on réduisait le renoncement aux soins et qu'on aidait les gens à se soigner, il y aurait de fait des gens qui seraient en meilleure santé, qui, in fine, amélioreraient l'état de santé des populations et réduiraient les coûts évitables. Et j'ai trouvé intéressant la posture selon laquelle il ne fallait pas laisser à l'État la main sur ce projet à travers les articles 51, notamment parce qu'on n'a jamais de retour d'impact sur tous les articles 51 qu'ils ont fait. On ne sait pas si ça a été rentable, si ça a été impactant, si ça a amélioré l'état de santé des populations. Donc en fait, on ne peut rien en faire. Et moi, je pense qu'on a besoin de construire un modèle où on va démontrer qu'en coordonnant les soins, en remettant les gens dans le système de santé de manière proactive, en organisant tout ça, on va, in fine, réduire les dépenses évitables et améliorer l'état de santé des populations. À cette fin, donc nous, notre démarche, indépendamment de notre logique économique d'entreprise, on est en train de construire un programme doctoral avec le CNRS. L'enjeu est de démontrer qu'on arrive à modéliser les parcours patients et de voir les écarts entre les recommandations de bonne pratique et ce qui se fait dans la réalité. Je ne suis pas encore convaincue qu'il faille encore enrichir les parcours de santé si déjà on arrive à faire et s'assurer que tout ce qui doit être fait l'est. Je pense que rien que ça, on réduirait les dépenses évitables. Donc, ne serait-ce qu'il y a 10 000 amputations chaque année à cause du diabète et 80% étaient évitables si les gens avaient fait les examens en temps et en heure. Enfin, on n'a pas besoin d'enrichir, on a déjà besoin de faire ce qui devrait être fait et recommandé comme tel. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de ce programme, alors j'aimerais bien avoir votre vision sur ce sujet-là, mais dans le cadre du programme doctoral qui va se dérouler à partir de septembre 2027, on est en train de réunir tout un écosystème assez œcuménique de gens qui peuvent avoir un vrai atout dans la structuration de la démarche pour pouvoir démontrer que si on agit différemment, on arrive à avoir un impact sur la santé des populations. Donc, si ça vous intéresse, pour la deuxième partie de la question, vous êtes les bienvenus pour réfléchir avec nous et le CNRS. Ok, je prends la balle. Je pense que vous avez raison. Aujourd'hui, on est face à une logique de boîte noire qui prend l'information et la rejette en fonction d'une vision qui mérite, je pense, à un moment d'être challengée, travaillée, partagée. Je prends un sujet que vous avez cité, Jean-Paul, l'article 51. Il se trouve que j'ai accompagné aussi un article 51 pendant des années et il est dommage qu'on n'ait pas intégré dans la construction de l'article 51 un certain nombre de dispositifs ou de mécanismes de régulation dans les indicateurs. On parlait des indicateurs tout à l'heure. À prendre en compte, à regarder, à challenger, être en capacité de se dire tiens, pourquoi j'ai une structure qui a une cohorte de telle façon ici et le comparer par rapport à une structure d'une autre cohorte ici, réajuster éventuellement de façon à ce qu'on puisse. Enfin, ces sujets-là ont été insuffisamment, à mon sens, pris en compte et traités. Et là-dessus, nous, on a très envie d'avancer dans un cadre, entre guillemets, plus de l'entreprise. Et on invite là aussi les pouvoirs publics à regarder et venir nous challenger aussi, parce que je pense que c'est important. La deuxième chose sur laquelle vous revenez, qui est essayer d'anticiper, revient à la problématique de Véronique tout à l'heure. C'est comment finalement j'arrive à aiguillonner chacun d'entre nous, parce qu'on sait tous que ne pas marcher, ne pas faire de sport, etc., c'est pas forcément quelque chose de très bon en termes d'investissement à moyen terme.
comme ne pas fumer. Qui sait dans l'assistance que fumer, enfin, qui ne sait pas que fumer est pas bon pour la santé? Je pense que tout le monde le sait. Donc, le sujet, c'est d'être capable aussi d'aiguillonner des gens pour ce qu'ils sont, et donc de les relancer, d'être attentif, etc. Et là, on en revient à, si je veux avoir une pertinence dans mon action, je dois être en capacité de cibler la bonne personne au bon moment, au moment où elle est ouverte pour. Et donc ça, c'est l'élément déterminant. Et c'est là-dessus où il faut qu'on revienne au socle de confiance qu'on évoquait tout à l'heure, qui est de se dire, on a tous intérêt pour nos concitoyens, pour le pays, pour la compétitivité de nos boîtes, pour le bien-être et le bien-vivre de nos salariés. On a tous intérêt à aller dans cette direction. Et ça n'est pas la propriété d'un seul, c'est la propriété de chacun d'entre nous. Donc, j'en reviens au projet de Jean-Paul de nous remettre autour de la table. C'est une très bonne idée. Avant de vous redonner la parole, je me permets de relayer parce qu'il y a un lien, une question dans le chat de Damien Véder qui n'a pas de micro, donc je pose oralement, qui pose justement la question de comment s'assurer une meilleure observance dans les parcours de soins et de prévention. Et ne manque-t-il pas d'études menées par les OCAM elles-mêmes sur les changements de comportement et les moyens de les encourager efficacement? Si, certainement, tu as raison, Damien, de poser ces questions. Moi, je suis toujours prudent de se dire, tiens, ce truc-là marche vachement bien à tel endroit, on va le réimporter. Voilà. Parce qu'en fait, on voit bien que sur tous nos problèmes d'évolution, la dimension culturelle est très importante. En revanche, qu'on s'inspire de ce qui est fait potentiellement à l'étranger et qu'on puisse se dire, voilà, comment nous, dans notre... compte tenu de nos professionnels de santé, compte tenu de la culture de nos concitoyens, compte tenu de notre histoire, compte tenu, etc., comment ça peut rentrer et progressivement être appréhendé. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le regarder. Donc, et là aussi, il faut éviter d'opposer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'hôpital et puis ceux qui ne sont pas à l'hôpital, il n'y a pas les libéraux et ceux qui ne sont pas libéraux, etc., etc. C'est une complémentarité à trouver. Et il faut qu'on arrive à jouer cette complémentarité. Peut-être, si je peux, juste pour répondre à la question de celui qui a été posé, un retour d'expérience. Donc, nous, on commercialise surtout pour les entreprises, pour leurs collaborateurs, même si on a des particuliers qui prennent le service. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une fois que la confiance, elle était tissée et qu'on avait réglé un problème, j'ai plus de médecin traitant, chercheur dermato, un cardio, même on va se faire hospitaliser. En fait, on revenait voir les gens et on faisait le point sur, en fonction de votre âge, est-ce que vous avez fait votre mammo, est-ce que vous avez fait la colposcopie, est-ce que vous avez fait des bilans de prévention? Et en fait, quand on dit souhaitez-vous qu'on vous l'organise, les gens ils disent oui. Et ce qui fait que là, après 6 mois de mise en place, le taux de complétude de tous les bilans de dépistage, mammographie et autres, on est à plus de 75% chez nos usagers. Alors que la moyenne en France, on est inférieur à 30%. Parce qu'en fait, les gens, quand vous leur dites est-ce que vous êtes OK pour que je vous l'organise, ils sont OK avec ça. Ils veulent pas le faire, mais une fois que c'est organisé, ils y vont. Donc, je ne sais pas si ça va être scalable, mais dans les faits, aujourd'hui, on arrive à avoir beaucoup plus de suivi des examens de prévention recommandés. Je me permets juste d'ajouter une précision qui était apportée dans le chat et sur les articles 51, et pour clore le sujet des articles 51, c'est que toutes les expérimentations sont évaluées avec des critères précis, les évaluations sont mises en ligne, et puis je crois qu'elles ne sont généralisées qu'à partir du moment où leur efficience a été démontrée. Absolument. Ève Desnoyers, je vous donne la parole pour poser votre question. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Ève Desnoyers, je suis directrice du REPOP Île-de-France. C'est un réseau de prévention et de prise en soin de l'obésité pédiatrique. Donc, ça m'intéresse beaucoup, moi, en tant que directrice, d'assister à ce Café Nil parce que, effectivement, ce premier PCR qui est arrivé, qui concerne l'obésité adulte, mais il me semble que c'est à partir de 15-16 ans que c'est aussi accessible. Pour ce PCR d'obésité complexe. Mon point à moi, c'est il y a une vingtaine d'années, il y a des réseaux de santé qui se sont développés pour l'obésité, dont le mien, et un autre qui s'appelle Ronde en Île-de-France pour l'obésité adulte. Ces réseaux de santé se sont développés pour que justement des personnes en situation d'obésité puissent avoir accès à des professionnels de santé, diététiciens, psychologues qui n'étaient pas pris en charge par l'assurance maladie.
Alors, l'arrivée de ces PCR, du coup, c'est quelque chose de positif puisque ça va faciliter l'accès aux soins pour ces personnes. Nous, notre positionnement comme réseau de santé, c'est aussi de former, d'accompagner les professionnels de santé et de faciliter aussi la communication pluridisciplinaire. Et, et en fait, je me dis que, enfin, on a toujours un peu des alternances de mode, on va dire. Par exemple, le Répop, à une époque, était départementalisé. Donc, il y avait une association par département. Puis, à un moment donné, il a été décidé de le régionaliser. Et donc, maintenant, on est une association régionale. Et là, avec l'arrivée des PCR, les associations ne sont pas effecteurs de soins et n'apparaissent pas comme pouvant bénéficier des PCR, ce qui est normal puisqu'on n'est pas effecteur de soins. Et du coup, finalement, la coordination des soins retourne au niveau local au sein de la MSP, ce que je trouve intéressant puisque effectivement, le patient, quand il va venir, eh ben, il est directement en contact avec ces professionnels de soins qui vont déployer le parcours et donc voilà, ça a une certaine logique. En revanche, je trouve que l'on perd l'information régionalisée dans ce type de système et qu'on perd aussi l'expertise des réseaux qui se sont développés quand même sur ces 20 années. Et moi, en tout cas, en tant que directrice, je, voilà, je me dis, en fait, est-ce que notre association dans le futur va continuer à avoir une utilité, oui ou non? Et si on a une utilité, quel positionnement on prend et quel positionnement est-ce qu'il y a des positionnements en tout cas qui ont été imaginés par les pouvoirs publics ou pas? Puisqu'effectivement, on a de la coordination aussi au niveau des DAC, des CPTS, et comme le disait madame tout à l'heure, effectivement, on ne va pas superposer tout un tas de coordinations. En revanche, nous, chaque année, on reçoit plus de 1000 appels de familles qui ont besoin d'une prise en soin, qui ont besoin de ne pas se sentir jugées, qui ont besoin d'être pris en charge par des professionnels qui soient formés, et que voilà, c'est une pathologie qui est particulière. Donc, en tout cas, moi, je me dis que dans le futur, nous, on peut continuer à former les professionnels de santé, mettre à disposition des outils d'aide à la pratique pour cette pathologie-là, développer peut-être la prévention, développer aussi des outils innovants comme de l'intelligence artificielle pour faciliter le travail des équipes sur le terrain ou l'évaluation de la complexité des patients, des situations. On peut rester aussi une sorte de plateforme d'orientation, en fait, puisqu'on évalue les situations et on oriente vers le bon niveau de recours. Donc, il me semble qu'on a un intérêt aussi vis-à-vis de ça. Donc, je pense qu'on peut avoir encore un intérêt, en tout cas, à coexister avec ces systèmes et d'être aussi un facilitateur au déploiement des PCR. Mais c'est vrai que j'ai un regret d'avoir cette impression de subir plus que de participer proactivement avec les instances au déploiement de ces nouveautés qui sont vraiment positives et bénéfiques, il me semble, pour l'organisation. Enfin, je le pense sincèrement. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'aimerais en tout cas qu'on soit plus impliqué auprès de l'assurance maladie, de l'ARS et pas dans le bon, bah, ça va se mettre en place à telle date et il y aura un appel à projet et on ne participe pas à la co-construction de cet appel à projet. Et voilà, enfin, il y a un manque de lisibilité en tout cas pour moi en tant que directrice pour donner un cap. Et voilà, donc je voulais avoir un petit peu votre point de vue, vous, par rapport à ça. Très, très modestement, mais ce que je pense, c'est que de toute manière, le PCR obésité, avant qu'on maille l'ensemble du territoire, ça ne va pas se faire demain matin. Donc, moi, votre utilité, quelque part, elle ne me fait aucun doute. La question qu'on pourrait se poser, si j'ai bien compris, hein, c'est que vous êtes très territorial. La question, c'est est-ce que c'est effectivement au niveau de l'assurance maladie que vous devez vous poser la question, ou est-ce que c'est pas en lien avec les structures qui vont se créer localement, justement pour avoir un impact et définir le meilleur moyen de vous repositionner dans le système? Donc, je reviens à l'image j'ai un cadre général qui est défini par une gouvernance, mais
opérationnellement sur le terrain, en fonction de votre réalité, en fonction de ce que vous connaissez depuis des années, l'émergence de structures qui vont porter ces projets-là, ben, c'est à ce niveau-là, à mon avis, qu'il faut jouer le coup, plutôt que de jouer là-haut, qui va de toute façon être que vous allez vivre comme déconnecté de votre réalité de terrain, ce que vous exprimez là. Donc moi, c'est un premier angle. Le deuxième angle, c'est que là, on a un PCR obésité. On l'a évoqué tout à l'heure, Germain l'a cité, le mot les parcours pré-ALD. Je ne sais pas si ça vous... l'idée du parcours pré-ALD, on en a très très peu parlé, mais c'est l'idée d'amener des personnes qui ne sont pas encore en ALD à éviter d'être en ALD, ce qui est un enjeu majeur. Je pense que là aussi, il faut relire tous les matins le rapport chargé-produit. C'est un des éléments absolument déterminants si on veut jouer sur les dépenses de santé et sur les maladies chroniques chez nos concitoyens. Donc, les parcours pré-ALD visent en fait à peut-être prendre des gens qui sont en surpoids et de se poser la question de savoir comment je ne les mets pas dans ces parcours coordonnés, renforcés, obésité. Et peut-être que là aussi, c'est un nouvel espace qui peut s'ouvrir à vous, de regarder différemment le sujet pour repositionner la valeur que vous apportez et le patrimoine que vous avez construit ces dernières années pour se repositionner, entre guillemets, dans une chaîne de valeur différente. Voilà. Ces deux éclairages simple, mais je trouve que la notion de parcours pré-ALD est intéressante. Alors, il faudra certainement en changer le nom parce qu'il n'est pas, à mon sens, pas très habile. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est un élément extrêmement intéressant et sur lequel je pense qu'il faut qu'on y travaille là aussi parce qu'on a certainement à aller chercher en termes de prévention, cette fois-ci primaire ciblée, de diagnostic et d'accompagnement tout de suite avant pour qu'on évite de rentrer dans la case à cocher ALD. Voilà. Merci. Et j'aimerais donner la parole à Laurent Vincent. Je ne sais pas si vous êtes connecté encore, parce qu'il a posé une question dans le chat. Oui, je suis là, bonjour. Allez-y, sur l'implication des complémentaires et des industries de santé. Oui, alors effectivement, moi j'ai un parcours qui mixe aussi les assureurs, les institutions de prévoyance et les mutuelles où j'y ai passé une quinzaine d'années et également un gros rôle sur le montage de pas mal d'expériences avec des industriels de santé. Notamment Sanofi avec Diabéo, etc. Et aujourd'hui, je travaille vraiment à cette convergence des trois univers. Je crois que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tous les acteurs aimeraient bien travailler ensemble. Ils se connaissent pas, ils savent pas quel est le langage de l'autre, et en fait, ils ont le même intérêt. On est sur, on sait qu'on est sur un gâteau où de toute façon la taille du gâteau n'évoluera plus beaucoup. Tout le monde est impliqué à faire en sorte, je pense aujourd'hui, sur le fait que, à défaut de faire grossir le gâteau, on va le rendre le meilleur possible pour tout le monde. Et du coup, ils sont très impliqués aussi sur ces logiques de faire en sorte que les parcours soient les plus pertinents. Je travaille notamment sur des logiques de carence martiale. Où aujourd'hui, on sait que le diagnostic de l'anémie est fait uniquement dans 8% des cas en précoce d'une intervention cardiovasculaire. Et on sait que ça entraîne des coûts monstrueux pour les assureurs qui les identifient pas tant qu'on ne leur en a pas parlé. Et on sait qu'aujourd'hui, on a des leviers notamment autour de à la fois l'observance, même si c'est un gros mot pour les industriels de santé, mais également sur l'efficience et la pertinence des soins. Et demain, ils savent tous qu'ils vont être interrogés sur le paiement à la performance. Et en fait, je pense que on a tous intérêt à, de façon très collective, parler ensemble et faire travailler tous ces acteurs parce qu'en fait, tout le monde a fait des choses bien et des choses pas bien dans cette histoire et dans la vie de notre société. Et je crois que tout le monde a envie de faire amende honorable et envie de travailler au maintien d'un système qui est quand même plutôt pas mal. Et si on peut le prolonger, je pense que tout le monde s'en sortira bien. Oui, merci et ravi de ce parcours. Moi, je pense qu'il y a des mots qui font peur et des mots qu'il ne faut pas employer, si je peux me permettre. Okay.
Donc le mot gâteau, je pense qu'il n'est pas approprié quand on parle d'un système de protection sociale. En fait, je pense que c'est un des... Alors, vous l'avez noté tout à l'heure, moi je viens de la mutuelle des forces armées, donc je pense que ça fait partie avec les forces armées et la protection sociale de creuset républicain qu'il faut préserver absolument. Et donc voilà. Oui, vous avez raison, on ne se connaît pas assez. Et c'est ce qui explique un peu les débats de posture. On en revient à ce qu'on disait avec Jean-Paul Ortiz tout à l'heure. Premier élément. Deuxième élément, la notion de performance, là aussi, c'est un mot qui peut faire peur. Parce que je n'ai pas la même performance quand je suis industriel, quand je suis assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire, offreur de soins, association, patient, etc. Et donc, il faut qu'on arrive sur ces sujets-là à travailler pour exprimer ce que l'on veut dire derrière. Est-ce que la performance du patient, c'est la même que la performance du professionnel de santé? Est-ce que c'est la même que la performance de l'assureur? Je ne suis pas sûr que derrière le mot, il y ait la même interprétation et la même définition. Et donc, c'est là où il faut travailler. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, sur des indicateurs qui soient partagés. La qualité de la prise en charge vécue par le patient, c'est un élément qui est objectivable et sur lequel on peut certainement tous se retrouver. Le taux de reprise ou le taux de multi-examen, ce sont des éléments sur lesquels on peut se retrouver. Voilà, et donc je pense qu'il faut rentrer dans ces sujets, mais juste attention au vocabulaire parce qu'il peut être hyper crispant, je pense, en fonction des regards qui le manipulent. Voilà. Non, mais ma vocation ce matin, c'était d'être un peu. Ma vocation ce matin, c'était d'être un peu le poil à gratter. Et effectivement, alors moi, j'ai pas fait les forces armées, j'ai fait pendant 3 ans la mutuelle générale de la police, donc on n'était pas si loin que ça. Mais oui, effectivement, et en fait, il faut trouver des postures communes parce qu'en fait, on a tous un intérêt commun dans l'histoire. Merci. Il est 10h, Quentin, est-ce que tu souhaites ajouter un mot de conclusion avant que... Non, merci déjà de cette capacité de rassemblement, de regards justement très divers sur ces sujets. Voilà, vous avez compris, je crois, l'idée qu'il y a derrière ces parcours qui sont toujours cette petite graine qu'il faut choyer pour qu'elle pousse. Et puis, cette volonté, je pense qu'on a tous ensemble de se mettre autour de la table et de travailler pour qu'en 2032, on ait un système de santé sur lequel on soit relativement stable, confiant et qu'on puisse projeter et qui reste un de nos creusets républicains. Merci beaucoup. Merci Quentin d'avoir répondu à notre invitation et puis pour l'intervention ce matin. Merci à eux tous et toutes pour toutes vos questions. Je vous invite à nous retrouver mercredi prochain pour le prochain Café Nil où on parlera aussi de parcours justement avec Éléonore Bleuzener qui est la présidente du Collège national des sages-femmes de France, qui vient de publier un rapport avec des recommandations justement pour faire évoluer les parcours de périnatalité avec plus de prévention, plus de suivi, une meilleure organisation entre les différentes étapes et puis des propositions d'évolution sur la profession de sage-femme. Donc je pense que ça viendra quelque part compléter et puis donner un éclairage différent de la problématique que nous avions ce matin. Merci beaucoup. Merci Quentin à nouveau. Merci à tous et à toutes. Merci à tous. Merci. Au revoir.